70, le deuxième était Si, tout comme moi, vous aimez lire de vrais livres, je veux dire par là avoir quelque chose de physique, de palpable, avec de vraies pages à tourner, avec l'odeur du papier et de l'encre mélangée, et non pas un simple fichier PDF à utiliser sur un ordinateur ou une tablette. Eh bien, vous devez sûrement posséder quelques ouvrages sur le sujet du rétro gaming dans votre bibliothèque. Le premier livre que j'ai acheté il y a maintenant quelques années était le numéro 1 de Peaks & Love, sorti le 2 juillet 2007. Considéré plutôt comme un MOOC, puisqu'à mi-chemin entre un livre et un magazine, il n'a pas tardé à se faire un nom dans le monde du rétro gaming français. En effet, dans ce joli MOOC, on retrouvait plein de choses intéressantes sur plein de machines différentes. Les jeux électroniques, les bornes d'arcade, des revues de grands classiques sur console mais aussi sur ordinateur 8 et 16 bits, des dossiers, des news, bref, un ouvrage très complet et très diversifié, même si le penchant pour les consoles de jeux japonaises s'est très vite fait sentir au fur et à mesure des parutions. Malheureusement, depuis quelques années maintenant, le MOOC n'est plus ce qu'il était au début. Il n'est même plus ce qui faisait de lui un incontournable. Un manque de rigueur dans les sorties, une réduction drastique du nombre d'articles, de tests, de news, un désintérêt remarquable pour les ordinateurs 8 bits que nous aimons tant font de Peaks & Love un ouvrage sans grand intérêt pour des lecteurs comme moi. Alors certes, je représente sûrement une minorité dans la globalité des lecteurs, mais le rétro gaming inclut aussi les ordinateurs 8 bits car oui, nous jouions beaucoup avec nos bécanes. J'espère sincèrement que Peaks & Love va se reprendre en main et nous sortir des MOOC dans le même esprit que dans les premiers numéros. Mais heureusement, des ouvrages sur nos machines préférées, il y en a beaucoup d'autres. Et même si la plupart sont en anglais, ils n'en sont pas pour autant moins intéressants. Et sur le Commodore 64, il y en a quand même de très sympas. Par exemple, tous les 2 mois, grâce au travail de Chris Wilkins, vous pouvez recevoir Zap 64, un tout nouveau magazine au format A5 qui reprend les standards de l'ancien magazine éponyme qui avait remporté un énorme succès en Grande-Bretagne à l'époque. Dans cette nouvelle mouture, vous retrouverez des news, des interviews de développeurs actuels, des tests, des dossiers et bien plus encore. Tous les ans, vous pouvez aussi participer à des Kickstarter et financer de superbes éditions comme celle de The Annual Zap 64, dont l'édition 2021 a été financée à plus de 68 000 €. C'est d'ailleurs grâce à ce financement que j'ai eu la chance de recevoir le jeu Arcade Days dont je vous ai parlé le mois dernier. Il y a aussi le livre Retro Annual 2020 que j'ai reçu il y a quelques semaines et qui est excellent aussi. Celui-ci, à l'instar de Zap 64, n'est pas consacré qu'au Commodore 64, mais à plusieurs machines différentes comme le ZX Spectrum, l'Amiga, le MSX ou même l'Amstrad CPC et aussi quelques consoles de jeux, mais ces dernières ne sont pas en majorité, ce qui me va très bien, croyez-moi. Si vous vous intéressez aussi à l'histoire des grands éditeurs de jeux vidéo de la belle époque, je vous conseillerais de lire l'histoire d'Océan et l'histoire d'US Gold. Ce sont 2 livres bourrés d'anecdotes, d'interviews, d'illustrations de pochettes de jeux, de photos d'époque, bref, une mine d'informations captivantes et passionnantes sur la vie et les rebondissements de ces 2 grands éditeurs de la grande époque. Et c'est encore Chris Wilkins, une fois de plus, qui en est l'auteur, cette fois-ci accompagné de Roger Keane. Si ces livres vous intéressent, vous les trouverez sur le site de Fusion Retrobook, dans lequel d'autres livres sont disponibles, comme The Fantasy Art of Oliver Frey, un artiste très talentueux qui a peint entre autres beaucoup d'affiches de jeux vidéo, mais aussi des couvertures de magazines comme Crash, le magazine spécialisé dans le ZX Spectrum, et aussi le fameux Zap 64 que vous connaissez maintenant. Dans cet ouvrage, il y a de magnifiques photos de certaines de ses œuvres commentées par le créateur lui-même. Un autre livre est aussi très agréable à lire, c'est The Story of the Commodore 64 in Pixels, toujours de Chris Wilkins, dans lequel il y a encore plein de choses très intéressantes à lire et à voir sur l'univers magique et fantastique du Commodore 64.
En juillet, un nouveau livre va faire son entrée dans un Kickstarter. Un livre pour les collectionneurs de jeux vidéo, un livre sur un éditeur mythique en Grande-Bretagne, mais je vous en parlerai plus en détail d'ici quelques minutes. En attendant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus dans les news du Commodore 64 7e édition. Bounty Bob est de retour dans de nouvelles aventures, dans les profondeurs d'une mine pleine de dangers. Mais comment avez-vous fait pour vous retrouver piégé dans une grotte mystérieuse peuplée de créatures étranges? Votre seule arme, un boomerang? Assembler des pièces identiques pour les faire disparaître, tel est le but de ce petit jeu de réflexion plutôt bien fichu. Trouver le bon chemin n'est pas toujours chose aisée, n'est-ce pas? Trouverez-vous celui de Jump Out? Un mini RPG en pet ski fabriqué par un papa et sa fille de 11 ans. C'est pas beau ça? Allez mes petits loulous, il est temps de passer aux choses sérieuses. En 1983 est sorti sur CBS ColecoVision Miner 2049, un jeu développé par Bill Hogg chez Big Five Software et édité par Microfun. Suivi ensuite, édité chez Redstone Software, la version Commodore 64. Dans ce jeu, on incarne Bounty Bob, un mineur qui va devoir exploiter une mine radioactive dans laquelle il va devoir faire attention aux créatures mutantes et récupérer divers objets bonus laissés par d'anciens mineurs. En 1985, une suite du nom de Bounty Bob Strikes Back est sortie sur C64, reprenant le même gameplay et en proposant 25 nouveaux niveaux. Aujourd'hui, en 2021, Daniel Avery nous propose Miner 2019, qui est en fait une préquelle au jeu originel. Alors pourquoi Daniel a eu envie de créer une nouvelle version inédite de ce jeu? Explication. Daniel a grandi avec comme première console de jeu une CBS ColecoVision. Miner 2049 fut l'un de ses premiers jeux sur lequel il a joué. Il se rappelle des heures passées avec son père à parcourir les différents niveaux. D'après lui, il devait avoir environ 5 ans à l'époque et il adorait la façon dont chaque niveau avait ses propres caractéristiques qu'il fallait comprendre pour réussir à passer au niveau suivant. Quelques années plus tard, le Commodore 64 est entré dans sa famille et c'est avec cette machine que Daniel a développé son intérêt pour la programmation. Eh ben oui, que voulez-vous, c'est comme ça avec le Commodore 64. Aujourd'hui, avec ses enfants, Daniel a décidé de revenir sur le Commodore 64. Il s'est alors procuré la cartouche de la version C64 de Miner 2049 sur eBay et il s'est rendu compte en y jouant que 3 des niveaux de la version Coleco dont il se souvenait avaient été remplacés ou avaient complètement disparu. C'est ainsi que le codage a commencé, en portant les 3 niveaux Coleco manquants sur le Commodore 64. Daniel a fini par coder le moteur entier du jeu à partir de zéro sans regarder le code d'origine. Le seul moment où il a jeté un œil, c'était pour être certain que les éléments graphiques tels que les objets, les ennemis et bien sûr Bounty Bob étaient exactement les mêmes au pixel près que la version d'origine. Les effets sonores ont été préservés également. Une fois que tous les éléments du moteur du jeu furent en place et que les 3 niveaux de la Coleco portaient, il était impossible pour Daniel de résister au plaisir de créer ses propres niveaux avec leurs propres caractéristiques. À un moment donné, il s'est dit qu'un nouveau jeu complet proposant des niveaux inédits sur C64 pourrait sûrement être apprécié
Et c'est ainsi qu'il commença à en faire un jeu viable, avec des écrans de chargement, un tableau de high score, des récompenses sous forme de médailles et une sauvegarde sur disquette. Mais avant de proposer son jeu à l'éditeur Psytronic, il faut régler le problème de droit d'auteur avec l'auteur du jeu originel, Bill Hogg. Daniel a donc enregistré une partie du jeu avec une dizaine de niveaux jouables et l'a envoyé directement à Bill Hogg. Ce dernier lui donna le feu vert et dans sa grande générosité, lui donna aussi l'autorisation d'utiliser le gameplay et les graphismes originaux du jeu. Une fois ce détail important réglé, il a aussi envoyé la même version du jeu chez l'éditeur et le projet a pu démarrer. Dans l'équipe qui va travailler sur le projet, on va retrouver le talentueux Trevor Storey qui va s'occuper des illustrations de la boîte du jeu avec Kenz. La musique de l'écran titre du jeu et de l'écran de chargement est composée par Jason Page. Daniel en a profité pour ajouter de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans son jeu. Il y a un bidon de carburant caché dans chacun des 20 niveaux du jeu. Ils serviront à débloquer un niveau final ainsi qu'une cinématique qui vous amènera jusqu'en 2049. Il y a un niveau caché avec plein d'objets bonus qui ne sera accessible que dans certaines conditions. Chaque niveau a un gisement d'uranium qui clignotera brièvement. Si vous êtes à proximité au bon moment, celui-ci, une fois collecté, vous apportera un bonus supplémentaire. Une vie en plus vous sera octroyée tous les 10 000 points. Des récompenses sous forme de médailles seront à gagner pour les rushers qui voudront terminer le jeu le plus rapidement possible. Dans l'esprit du jeu original, chaque niveau aura son lot d'accessoires comme des trampolines, des plateformes invisibles, des cuves de glu et bien d'autres encore. Miner 2049 est terminé à 90% environ et si tout se passe bien, il devrait être disponible pour l'été 2021 chez Psytronic. Pour l'instant, seule une version disquette en boîte est prévue, mais s'il y a de la demande, une version cartouche pourrait être envisagée. Après tout, la version originale de Miner 2049, elle était bien sur cartouche, donc pourquoi pas une cartouche ? Si vous n'avez jamais joué avec un boomerang, alors c'est le moment d'essayer. Vous vous retrouvez piégé dans une grotte avec pour seule arme un boomerang. Le but du jeu sera donc, je suppose, de trouver la sortie. En attendant, il vous faudra tuer les monstres, ouvrir les coffres et récupérer les clés de couleur qui vous permettront d'ouvrir les portes correspondantes et ainsi pouvoir continuer votre progression. Et il y a de beaux effets de couleur à l'affichage de chaque écran de jeu. Les monstres ainsi que le personnage principal ont vraiment un look très bande dessinée, ce qui donne à ce jeu un aspect vraiment très mignon. Boomerang se chargera en une seule fois, il sera donc limité à un seul monde et pour l'instant impossible de savoir la taille de la grotte. C'est Monsters Go Boom qui s'occupe de toute la programmation du jeu et des graphismes. Le son et la musique sera le travail de Megastyle. Le développement du jeu n'est pour l'instant qu'à 30% et il est encore tôt pour avancer une date de sortie, surtout que le développeur ne travaille dessus que sur son temps libre. Il n'est pas prévu pour l'instant une sortie en édition physique, mais des éditeurs ont déjà montré leur intérêt, donc on ne sait jamais. Un petit jeu très agréable et très joli avec un beau potentiel. Affaire à suivre donc. Si vous aimez les jeux de style Puzznic édités par Taito en 1989 sur la Nintendo NES, vous allez sûrement aimer Pieces 2 qui s'en inspire très largement. En effet, dans ce jeu, il vous faudra associer deux objets identiques ou plus en déplaçant les bonnes pièces dans un ordre bien précis afin de les faire disparaître. Vous terminerez le niveau une fois que toutes les pièces auront disparu. Vous me direz facile, mais pas si facile que ça. Pieces 2 nécessite une certaine réflexion.
En effet, si vous bougez les mauvaises pièces, vous vous retrouverez rapidement dans un cas de figure où il vous sera impossible de finir le niveau et vous devrez abandonner. Ce qui est sympa, c'est que grâce à un système de code, vous ne serez pas obligé de recommencer le jeu au début si vous perdez toutes vos vies. Si vous avez un esprit créatif et beaucoup de logique, sachez que Powellcrawl, le développeur de Pieces 2, va demander à la communauté du Commodore 64 de l'aider à créer les différents niveaux du jeu via un concours qui devrait bientôt commencer. Je ne manquerai pas de vous en tenir informé sur le groupe Facebook de la chaîne et sur mon compte Twitter dès que j'en saurai plus sur ce concours. C'est l'équipe Oxyron qui est à l'œuvre sur ce jeu qui devrait sortir chez Protovision, mais pour l'instant je n'ai aucune date de sortie à vous donner. Si vous voulez essayer Pieces 2, vous pouvez télécharger une version démo jouable des 10 premiers niveaux directement sur le site de Protovision. Sachez tout de même que cette démo date de 2010 et que le projet a été repris très récemment par l'équipe. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Le but du jeu dans Jump Out est de faire disparaître toutes les plaques vertes en sautant dessus et terminer par la plaque en damier. Tout cela serait bien évidemment trop facile s'il n'y avait pas sur votre chemin des cases fléchées qui vous forcent dans une direction. En effet, il vous faudra réfléchir et anticiper sur plusieurs mouvements à l'avance avant de vous lancer tête baissée dans le parcours, sinon vous vous retrouverez vite coincé et obligé d'abandonner la partie. Des bonus de points sont éparpillés dans les niveaux ainsi que des plaques de téléportation. Jump Out est un petit jeu très sympa à jouer, dommage toutefois qu'il n'y ait pas une ambiance musicale pendant la partie. Mis à part cela, qui est purement subjectif, le jeu est très addictif. D'un point de vue technique, les commandes répondent parfaitement, les niveaux s'enchaînent rapidement, la difficulté est croissante mais suffisamment dosée pour ne pas tomber trop tôt sur des parcours trop compliqués. Dès que vous passerez au niveau supérieur, un code s'affiche pendant quelques secondes et vous pourrez grâce à ce dernier, si vous perdez, recommencer votre partie au dernier niveau joué. Jump Out est un jeu gratuit développé par Vector 5, disponible sur le site csdb.dk. Je vous ai mis le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Destiny Hunter est, comme vous le voyez, un jeu en PET-ski qui à l'origine a été conçu pour tourner sur un Commodore PET. Dans ce jeu, vous allez devoir chasser des créatures hostiles à l'aide de votre arc dans une succession de 8 petites maps. Mais la première chose à faire, c'est de vous occuper de la création de votre personnage. En effet, vous allez devoir plusieurs fois appuyer sur la barre d'espace pour bloquer un petit symbole qui bouge très vite, ce qui aura pour effet de vous attribuer des bénédictions et des persistances qui vous serviront pendant les combats. Une fois cette étape franchie, vous pourrez choisir l'ancêtre de votre personnage parmi 6 choix. Chaque ancêtre a des caractéristiques différentes et votre choix déterminera également la difficulté du jeu. Ce jeu est en fait un projet que Steve, le développeur, a fait avec sa fille de 11 ans pour lui montrer la programmation sur un ordinateur de plus de 40 ans. La programmation pure en assembleur n'intéressant pas trop sa fille, et je la comprends, il a décidé d'utiliser le langage C avec le compilateur CC65. Je vous épargne quelques détails techniques, mais après quelques tests réussis sur le PET, sa fille s'est mise alors en mode histoire et a esquissé des cartes et des créatures. Leur but était de réaliser, je cite, le plus petit RPG jamais créé, parce qu'il fallait pouvoir charger le jeu à partir d'un lecteur de cassette dans l'ordinateur en une seule fois, qu'il n'utilise pas plus de 32 kilooctets de mémoire, qu'il puisse fonctionner dans une résolution de 40 par 25 caractères, et il fallait aussi que le jeu tourne sur un PET 2001.
Pour ces raisons, ils ont dû garder un jeu très simple, un peu comme si c'était un jeu de société électronique avec des règles simples. Chose très importante, il a fallu absolument qu'à la fin du jeu, il y ait un dragon cracheur de feu, c'était une demande de sa fille. La version C64 reprend le même code que le PET avec la couleur en plus, donc ne soyez pas déçus si le jeu ne tire pas parti des capacités du C64. Comme le dit Steve, il faut garder à l'esprit que c'est un jeu PET. Les cartes du jeu ont été créées sur des fichiers externes, mais tout a été importé directement dans le code source et l'ensemble a été compilé dans le jeu et non lu en fichier externe. C'est-à-dire que le jeu tient en un seul fichier et tout se charge en une seule fois. Sa fille est déjà en train de rédiger une suite à Destiny Hunter et notre binôme va probablement tirer parti du système de fichiers pour pouvoir réaliser un jeu beaucoup plus grand. Et peut-être que le jeu utilisera les capacités graphiques sonores du Commodore 64. Affaire à suivre donc. Allez mes petits loulous, il est temps de passer à la section bonus. Dans le passé, il y a eu beaucoup de sociétés d'édition anglaises qui ont distribué des jeux pour notre bon vieux Commodore 64. Nous nous rappelons tous d'US Gold par exemple, de Firebird et ses deux filiales Rainbird et Silverbird. Vous rappelez-vous de The Pound, ce célèbre jeu d'aventure texte avec des illustrations splendides? Eh bien c'était Rainbird qui avait publié ce jeu. Et si je vous dis Océan, c'est eux qui avaient sorti des jeux comme Hunchback, Whizball par exemple. Saviez-vous que l'éditeur français Infogrames avait racheté cette société en 1996 ? Parmi les plus gros éditeurs de jeux de cette époque en Grande-Bretagne, il y avait aussi Mastertronic. Cette société créée en 1983 par Alan Sharam, Frank Herman et Martin Alper avait pour argument de distribuer des logiciels de jeu à très bas prix. Une quantité assez importante de jeux à 1,99 livre fut distribuée dans la collection Mastertronic 199 Range. D'autres collections sortirent également sous d'autres noms comme Bulldog Software, Entertainment USA, MAD, Ricochet, Americana, Racket, toutes éditées par Mastertronic. Si je vous parle de cette mythique société d'édition britannique aujourd'hui, c'est qu'un passionné et collectionneur de jeux Mastertronic est sur le point de lancer un tout nouveau Kickstart pour le financement d'un livre 100% dédié aux jeux Commodore 64 sortis chez cet éditeur. Ce passionné, c'est Colin Poole qui à l'époque, n'ayant pas toujours les moyens d'acheter des jeux au prix fort, se rabattait souvent sur les jeux de chez Mastertronic. Dans les années 80, un jeu cassette en Angleterre coûtait souvent entre 7,99 livres et 9,99 livres, alors que les jeux Mastertronic étaient eux à 1,99 livre. Le calcul était vite fait. Étant collectionneur et en souvenir du bon vieux temps, Colin s'est lancé il y a quelques années dans la recherche de tous les jeux Mastertronic sortis en cassette sur Commodore 64. Une fois qu'il fut en possession de cette vénérable collection, il se mit à écrire une sorte de catalogue, puis, de fil en aiguille, à force de l'étoffer, son catalogue finit par ressembler davantage à un livre. Colin a alors pensé que d'autres personnes pourraient être intéressées par un tel ouvrage et il contacta Chris Wilkins de chez Fusion Retro Books, qui, comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, n'est pas un nouveau dans le monde de l'édition de livres dans le domaine du rétro gaming. Ils ont alors décidé de publier ce futur livre par l'intermédiaire d'une campagne Kickstarter. Ce gros livre de 470 pages sera, comme me l'a dit son auteur, une encyclopédie regroupant absolument tous les titres publiés en cassette sur C64. Il y aura dans les introductions de chaque section
des informations sur l'histoire de l'entreprise, des informations sur certaines choses particulières créées par la société, notamment sur le système de chargement Invader Load qui équipait certains jeux et qui permettait de jouer à Space Invaders pendant que le chargement continuait, ou toute autre chose comme le jeu Aqua qui n'est sorti qu'en couverture du numéro 1 du magazine Commodore Answers et qui est devenu une rareté aujourd'hui. Une page sur les jeux considérés comme les plus difficiles à trouver est aussi au programme. Les jeux seront donc présentés en plusieurs sections. La gamme 199 range, la gamme MAD, c'est-à-dire Mastertronic Added Dimension, la gamme Mastertronic Plus et la gamme Ricochet. Chaque jeu occupera une double page avec un scan de la jaquette, l'année de production, les développeurs, le nombre de ventes, la notice, des screenshots, les critiques des magazines de l'époque, etc., etc., etc. Les autres gammes comme Entertainment USA, Bulldog, Americana et Wreck-It seront aussi traitées, mais dans un bref aperçu dans une section spéciale. Voici donc un sacré beau livre avec une mine d'informations sur l'énorme catalogue de jeux que cette société a édité pendant tant d'années pour le Commodore 64. Le livre en lui-même est terminé, Colin est en train de le peaufiner pour encore améliorer certaines petites choses. Reste à Chris de Fusion Retro Books d'organiser la campagne Kickstarter qui devrait démarrer en juillet et de le publier. Le livre sera prêt à être envoyé chez l'imprimeur au moment où la campagne commencera. Actuellement, Colin et Chris sont en train de réfléchir sur les avantages et les différents niveaux de Kickstarter qu'ils pourront offrir aux backers. Je tenais à vous informer, pour éviter toute méfiance, qu'une autre campagne Kickstarter avait été démarrée en mai 2016 pour un livre sur Mastertronic et qui n'a jamais abouti. Sachez qu'elle n'a strictement rien à voir en aucun point avec le livre dont je vous ai parlé. Chris Wilkins est une personne qui a déjà édité beaucoup de livres sur le rétro gaming et croyez-moi, c'est un gage de confiance. En ce qui me concerne, je suis déjà sur le qui-vive pour soutenir ce projet. Allez, encore un bonus mes petits loulous, et pas des moindres, Ninja Carnage est terminé. Christophe Koller est arrivé au bout du développement de son jeu d'aventure point and click, dans lequel il faut aider un ninja plutôt débridé en parole, qui a pour ambition de tuer le chef des Yakuza. Et je vous prie de me croire que ce ne sera pas une mince affaire. Cette formidable aventure comporte en tout 29 niveaux différents et tient sur 2 disquettes. Le jeu est 100% en français, mais il existe aussi une version anglaise, allemande, grecque, espagnole et polonaise. Franchement, ça, c'est du jamais vu mes petits loulous. Et en plus, c'est gratuit, alors pourquoi s'en priver ? Le lien de téléchargement de toutes les versions du jeu est dans la description de la vidéo, alors profitez-en ! Allez, on continue dans les bonus avec un type de jeu bien particulier. Si je vous dis Shoot 'em Up Construction Kit ou plus simplement SUC, est-ce que cela vous parle ? Pour simplifier les choses, ce logiciel pour Commodore 64 est un outil de développement pour fabriquer soi-même ses propres jeux vidéo sans avoir de connaissances en programmation. Il intègre plusieurs outils comme des éditeurs de sprites, de niveaux, de sons, etc. Une communauté s'est même formée autour de ce formidable programme. Certains créateurs sont même devenus des références dans le genre, comme par exemple le très prolifique Richard Bayliss que l'on retrouve dans énormément de productions à base de Shoot 'em Up Construction Kit. D'autres talents comme Alf Ingv ont créé des jeux remarquables depuis de nombreuses années. En voici quelques exemples. Shoot 'em Up Destruction Set 2, une compilation regroupant une dizaine de jeux d'action comme Forgotten Forest, 2000 Kung Fu Maniac, Crash Course ou Blood Wheels entre autres. Alf a également sorti avec Psytronic une autre compilation, il s'agit de The Last Amazon Trilogy dans laquelle Psytronic a repris The Last Amazon 1 et 2 en améliorant certains aspects du jeu, plus une autre version de The Last Amazon baptisée Special Edition. Et en bonus, ils ont rajouté une création de Richard Bayliss, Amazon Tales, un jeu d'action à défilement latéral plus récent dans le même style graphique que The Last Amazon, dans lequel il va falloir sauver des prisonnières
À votre avis, Amazon dans des camps ennemis. Alf a également créé d'autres jeux d'action comme Super Silverfish dans lequel un terroriste vient de construire une arme offensive géante pour conquérir le monde. Votre mission est de guider votre hélicoptère militaire à travers les lignes ennemies dans 5 zones différentes, de localiser l'arme offensive géante lors de la dernière frappe dans le désert et de la détruire. Il y a encore plein d'autres jeux développés par Alf Inc. Flying Cobra, Spearhead, Second Split et j'en passe. Et la cerise sur le gâteau, tous ces jeux sont gratuits. Vous trouverez les liens de téléchargement comme d'habitude dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à regarder de plus près les réalisations de Richard Bayliss. Il y en a tellement que vous serez obligé de tomber sur un jeu qui vous plaît, croyez-moi. Toutes les bonnes choses ont une fin, et donc voici la fin de cette incroyable, splendide et fantastique vidéo mensuelle sur l'actualité du Commodore 64. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures sur Commodore 64 Mania, la chaîne du Commodore 64. En attendant, je vous autorise à reprendre une activité normale. Quant à moi, pour la puissance et la gloire de la lumière noire, je me retire.